a good class. Y'all come. Yeah. We'll see. I'll be back in another one. I was gonna say you two, and they're gonna seem like that hard class right now. You're not a major in French, right? No. Okay, okay. Brave. Did you guys get something out of the video that like we didn't cover in class? Okay, I was really confused, but I was like, take notes on it, like. Solidifying what we covered. Yeah. Okay. Wait. Take notes on that. It was like 2 minutes, but it was just like, yeah, I remember the pieces. I hope she doesn't change the homework like that next time. I know. I did this Saturday, because I thought it was the homework for today. Did we have to do that? No, it's for Wednesday now. Yeah, what we ought to do is swap emails so we can figure out what the assignments are. Yes. Do we have to email a response paper to her, or is it can go? I'm gonna do that. Wait, we have a paper due today? No, Wait, It says online it's due to. we didn't. Yeah. shit. Oh. But she said nothing about it. And she Say said, like, she- she Alright, I'm gonna write all this down, casually- because I feel like I'm just falling behind here. See, this is, Okay. what was due today, written? Like a 2-page response paper. But did Oh, you, crap. to this question that was like, that, yeah, it's all Yeah. at the bottom. But okay, I was writing and I didn't realize that MLA was double spaced. So I got to like 1.5 pages single spaced, and it was like, Oh, so now I'm at like 2.5 pages yeah. of writing, and I just was like, you know what, like, Just leave it. this, like, just like cut off the conclusion paragraph, like, cut the conclusion. I was just like, Did she say she was gonna talk about it in class? And I'm like, never did. I don't know. I haven't too many French classes. I like don't know what happened to the one. I don't know, I think there's like, well, do you basically spoke with her about your response paper? No. No, you didn't? Oh, I okay. didn't talk to her about it, but I met with her. What did she tell you? She was like, just send me the response paper the other day. Okay. Oh, wait. Oh my god, sorry, I'm thinking something else. No, is that due today? Apparently, I had no idea. Yeah, exactly. Well, really, it's just Really? like, Yeah, she didn't talk to that about anyone. She didn't, okay, I she don't know, I didn't just, mention it at all. like, saw on Blackboard, so I did it. Yeah, but- it's not. I didn't even think to check the Yeah. response paper. I didn't realize there was a new tab. At least there's like 4 of you, so you guys should be okay. Yeah, you guys are the majority. 4 out of so. 6. Yeah. Oh my god, there's so many other things I need to do this week. I need to sleep. Wait, and Yeah, that's due. that's- Why did I do today? I went to bed at like 1 a.m., but I ended up Oh my sleeping God. at 5. I would do like 2. I don't know how that happens. I went to bed You at couldn't fall 11:30. asleep. It was really good for you. I didn't fall asleep until like 5. That's rough. That happens to me all the time. I have so much trouble Yeah, falling that asleep. it started happening to me like last week. I don't know why. Oh, really? No, I'm like always like that. It's really bad. It's a good 10-minute nap before this class, and it was like I woke up at 7:45, and then I was like, let me just lie down for 5 minutes. I checked my phone. It's 9:30. Shit. I missed my econ class today because of that. That happens in your principal econ? No, micro. Oh, never mind. Bonjour, bonjour. Hey, Adam. Les choses de la situation. William, on va lire, regardez ta photo. Oh, c'est ça. Pour ton email, William, la révolution 2.0, nous allons le lire. C'était une bonne photo. Oui, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Alors, je crois que j'ai un problème avec Blackboard. Toutes vos notes sont dedans. Qui ne peut pas voir ces notes? Ok, parce que toutes vos notes sont dedans, mais j'ai reçu un email que vous avez seulement 2 notes. Vous devez avoir 4 notes de participation, semaine 1, 2, 3, 4, et 4 devoirs. 8 grades. Donc après la classe, est-ce que vous pouvez regarder votre Blackboard et vous me dites? Est-ce que tu peux regarder maintenant? Tu me dis combien de notes tu vois?
Je vais récupérer déjà les... là. Non, c'est 8 normalement. Viviane, tu peux en donner. C'est bon. Kelly, Sylvia, Ina, ok. Mohamed, Nadia. Est-ce que tu peux rester 2 secondes après la fin pour que je regarde la vision? Si je pourrais y aller ton rapport. Oui, il y a un problème. Normalement, vous avez 8 notes parce que je rentre les notes tous les dimanches. On va voir. Voilà, on va terminer donc le module sur le Maghreb. Et un étudiant m'a demandé, oui, mais le Maghreb francophone, c'est seulement l'Algérie, la Tunisie et le 3e pays francophone. Donc Algérie, Tunisie et Maroc. Alors pourquoi, à votre avis, on parle de tout le monde arabe? Pourquoi, à votre avis? C'est vrai, on est dans un cours de culture francophone. Pourquoi on parle de tous ces pays? Exactement. Exactement. Je peux dire, d'accord, on est dans le cours de francophonie, on va seulement parler de ces 3 pays. Non, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment vu ensemble. Cette révolution, c'était une révolution de Jasmin, la révolution 2.0, la révolution domino, parce que c'était vraiment l'effet domino. Tout le monde sait ce que c'est que l'effet domino. Et on ne peut pas comprendre l'intensité de cette révolution si on ne regarde pas toute la photo. D'accord ? On peut dire, aujourd'hui, on veut étudier la révolution en Tunisie. Et on l'a vu vendredi, si on regarde pays par pays, les résultats sont très contrastés, très différents. Mais il faut regarder aussi la vie générale, la photo générale. Et la photo générale, c'est, il y a eu une révolution dans un ensemble culturel qui est arabo-musulman, dans un ensemble géographique qui est le monde arabe. Et cette révolution, en total, a des effets sur le monde occidental, a des effets sur la France. Rappelez-vous, la manière dont on étudie, on regarde ces pays, mais on regarde aussi dans leur relation avec la France. D'accord ? On a étudié Haïti, voir la relation avec la France, et on va faire la même chose pour terminer maintenant. Alors, est-ce que ça c'est en haut ? On s'était arrêté donc aux conséquences. Est-ce qu'il reste une feuille pour moi? Non. Je prends les deux. Sylvia a des problèmes avec ça. Donc, on s'était arrêté aux conséquences. Et vous vous rappelez, je vous avais demandé de donner des notes pour les pays. Combien on avait donné la note pour le Maroc? La note? Oui, 4 sur 5. C'est une bonne note. Pourquoi? Rappelez-vous. Pourquoi 4 sur 5 au Maroc? Pourquoi? William, tu n'es pas d'accord? 4 sur 5? Oui, ça veut dire le maximum c'est 5? Oui, le maximum c'est 5. Ouais. Tu donnerais combien? 4 sur 5? Don't be French. 3.87. Pourquoi je lui dis qu'il ne faut pas être français? C'est quoi le problème avec les Français et Trop la notation? analytique, hein? Oui. Ouais. Et aussi, there's no such thing as 5 out of 5. Ah, ouais. C'est quoi la note maximale dans les écoles en France? 20? Non, 20. Ouais. Très bien. Et est-ce qu'on peut avoir 20 sur 20? Jamais. Jamais. Qui peut avoir 20 sur 20? Dieu. Dieu. Très bien. Et c'est vrai. Donc, il faut essayer d'atteindre la perfection, mais la perfection est absolument impossible. Quick story, une petite histoire. Mon année de senior, ma 4e année d'université, j'ai fait 1 an d'échange avec Brown University. Et quand je suis rentrée, ma note c'était 3 points quelque chose, 87 sur 4. Donc si on le traduit en français, c'était à peu près 17 sur 20 de moyenne pour l'année. Et la secrétaire m'a dit absolument pas possible. Le maximum pour un étudiant en signe, c'est 14. Donc moi j'ai dit non, si on traduit c'est 17, and I fought it for months and they refused. Parce que 14 c'est sur 20, c'était déjà. Donc voilà. Donc on va faire comme des Français et on va dire que 5 ce n'est pas possible parce que 5 c'est
Ça, c'est la culture française. Donc, on donne 3,79. Allez, 4. 4, allez, 4. Pourquoi 4 donc au Maroc? Parce qu'on avait vu que le roi avait accepté. Et il faut toujours revenir aux racines. Let's go back to the roots. Pourquoi les gens ont fait la révolution? Donc, pourquoi et le résultat. D'accord? Et on avait vu qu'il y avait des causes économiques, des causes sociales, des causes politiques, etc. Et sur toutes ces choses économiques, sociales, politiques, personnelles, le roi avait fait des concessions. Donc il a fait des dons. Et c'est à cause de ça qu'au Maroc, le résultat était assez bien. Donc 4 sur 5. Tunisie, on avait donné combien? Est-ce qu'on avait déjà commencé à la Tunisie? Ouais, on a donné 2, d'accord. Pourquoi 2? 2 en réalité et 4 sur papier. D'accord, alors 2 sur la réalité et 4 sur le papier. Vous vous rappelez pourquoi 2 en réalité, 4 sur le papier? Voilà, donc 4 sur le papier parce qu'ils sont les seuls à être bleus. C'est les seuls. On va voir pourquoi le Maroc n'a même pas la couleur bleue. Pourquoi le Maroc n'a pas eu la couleur bleue? Là, à cause des attentats qu'il y avait à l'époque. D'accord. Pourquoi? Des attentats. Oui. Pourquoi un attentat? Un attentat, terrorist attacks. Attentat, un attentat, d'accord? Donc, au moment où on a fait cette carte, il y a un attentat. Et je vous ai expliqué pourquoi il y a un attentat, parce qu'il y a les islamistes et il y a le roi. Et le roi va travailler avec les islamistes, mais une portion, donc quand vous avez dans tout, vous avez le centre, extrême d'un côté, extrême de l'autre. Et donc, ces gens veulent bien travailler avec le roi, mais l'extrême droite ne veut pas. Donc eux, ils vont faire une session et c'est ça qui va amener les actions donc, au Maroc. Alors la Tunisie sur le papier, elle est bleue. 4, tout est parfait. Transition, nouveau régime, tadada. Donc sur le papier, tout est parfait. Mais on va voir que la réalité, de plus en plus, va être le problème. Et le gros problème, ce n'est pas économique, ce n'est pas social, ce n'est pas politique, ça va être vraiment la sécurité avec la multiplication des attentats terroristes. Et aujourd'hui, c'est un des pays les plus touchés par les attentats terroristes. Pas la guerre, not war. Terrorist attacks, la Tunisie. D'accord? Donc oui, entre 2 et 4. L'Égypte. Est-ce qu'on avait fait l'Égypte? Non. Non? Alors vous donnerez combien? 3? Pourquoi 3, Sylvia? Parce qu'ils n'ont pas la guerre civile. Très bien. Ils ont Mais encore une révolte qui n'a pas marché. très bien. Donc on a vu la Tunisie, la même chose, on va revenir ici. L'Égypte, 3, et je trouve que c'est une bonne note. Ce qu'on va faire, on va couper au milieu. En France, on dit couper la poire, cut the pear in half, c'est la même chose en anglais. Ouais. Couper la poire au milieu et leur donner 2,5. Parce que l'Égypte, c'est le statu quo. Donc, Moubarak est parti, mais il est remplacé par El Sisi qui est Moubarak. C'est la même chose. Donc, ils ont fait un 180 ou 360? Comment c'est? Ils sont revenus au même point? 360? 180? 360. Donc, ils sont partis d'ici, ils ont fait la révolution et ils sont revenus ici. Donc, statu quo, 2,5. D'accord. Libye. Libye. J'ai une conversation avec un collègue à Heinz, un professeur qui est libyen, et je lui ai dit, oui, mes étudiants ont donné, moi je leur ai dit -2, il m'a dit, il n'y a pas d'échelle pour la Libye, il est de Libye, il m'a dit -100, -200, il est de Libye. Dimanche, il a mangé chez moi, et je lui ai dit ça, il m'a dit, il n'y a pas d'échelle. Tout le monde sait ce que c'est qu'échelle? There's no scale. Il est de la Libye. Mais il a trouvé que c'était très drôle. Et, donc oui, la Libye, vraiment très difficile de mettre une note parce qu'aujourd'hui, c'est un des seuls non-États. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un non-État. Failed state. Il n'y a pas de gouvernement. Donc c'est une catastrophe absolue. Absolue. C'était quoi le but de la révolution en Égypte, en Libye? Pourquoi les gens se sont rebellés en Libye? Et vous voyez vraiment, alors les choses sont très mauvaises partout, mais il y a 3 pays qui sont noirs. C'est quoi? Syrie, Libye. Voilà. Donc
là aussi un non-État. Ici, on garde l'État avec qui à la tête? Bachar. Le Yémen, c'est la même chose que la Libye, plus d'État. Donc vraiment, pour ces trois, le résultat de la révolution est assez catastrophique. Pourquoi on a fait la révolution en Libye? Pour faire partir? Pour déposer Très bien. Kadhafi. Pour déposer Kadhafi. Est-ce qu'on a réussi à déposer Kadhafi? Est-ce qu'on a réussi à déposer Kadhafi? On l'a tué. On l'a tué, très bien. Donc, yay, la révolution a marché. Donc, on va enlever Kadhafi, on veut l'économie, on veut le social, on veut la politique, on veut la démocratie. Donc ça, check. Et les autres? Non. Donc, l'économie. La Libye était le 3e pays le plus développé en Afrique. Le premier, c'est l'Afrique du Sud, suivi par le Nigeria. Et la Libye était 3e à cause du pétrole, très bien. Donc l'économie est absolument, c'est une catastrophe. Et aussi, comme c'est un non-État, on n'a plus de chiffres, on ne peut plus savoir où ils sont, mais ils ont absolument tombé. Et c'est un pays où il y avait la santé pour tous, il y avait quand même pas mal de choses. Dans toute sa folie, Kadhafi donnait quand même des choses. Il y avait la santé, l'école, c'était un système socialiste qui était très proche du système français, avec les allocations. Et tout ça est parti. Alors on arrive à la situation en Libye où les gens pensent comme en Irak, où les gens commencent à dire maintenant, peut-être que ce n'était pas si mal sous Kadhafi. Et on a vu les Irakiens faire la même chose. Les Irakiens voulaient que qui parte? Saddam. Et maintenant ils disent, sous Saddam, on sait que si on dit Saddam est mauvais, on est tué. Si on dit ça. Mais on peut aller au marché, acheter des produits et revenir chez soi vivant. Maintenant, si on dit Saddam est mauvais, on n'est pas tué, mais si on va au marché, il y a un risque d'attentat. You can die anytime à cause des attaques terroristes. Donc la vie quotidienne est plus compliquée. Donc la Libye, l'économie est tombée, le social, il n'y a plus rien. C'est un état donc absolument catastrophique. Donc on a fait Maroc, Tunisie, Égypte, Libye. On peut mettre les trois, Libye, Yémen et Syrie, on peut les mettre dans le même paquet. Et du pire au moins pire, à votre avis, du pire au worst, on mettrait qui? Syrie. 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 Ouais. Syrie, Libye et après Yémen. Pourquoi tu mettrais Syrie avant la Libye? Il y a des gens qui sont morts. Exactement. C'est le même problème structurel. Donc les problèmes qu'il y a, c'est la différence, c'est l'ampleur des morts. On va voir en Syrie, il y a plus de 200 000 morts. Donc c'est le nombre de morts qui est la différence, mais les problèmes qu'il y a sont les mêmes. Donc il y a quoi comme problème pour les trois pays? C'est quoi les problèmes qu'il y a maintenant? Dictature, toujours. Dictateur. Alors pour chaque pays, on va mettre dictateur parce que maintenant en Syrie, il y a 2 États. Il y a Bachar d'un côté, il y a les rebelles de l'autre. Donc on a plusieurs États. Au Yémen, pareil. Le Yémen est divisé en deux pays. La Libye, donc ils sont toujours là. Un autre problème structurel qui est resté, ou qui existe maintenant. Donc il y a les dictateurs qui sont toujours présents. Voilà, les attaques. Donc on a tous les groupes, Daesh, Al-Qaïda, AQMI, etc. Multiplication par 0. Un autre problème structurel. Oh, pardon. Respect pour les droits de l'homme. Pas de respect. Il n'y a plus le droit de l'homme. On est dans la dénégation complète, c'est la guerre. Et vous savez même dans la guerre, il y a des règles, vous savez, il y a des règles dans la guerre. La Convention de Genève. Il y a des règles, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant une guerre. C'est pour ça qu'on peut avoir des criminels de guerre. Even war has rules. Convention de Genève. Et là, on est dans une guerre sans loi. D'accord? Par exemple, il est interdit d'utiliser, même dans une guerre, d'utiliser des armes chimiques. Ça, c'est une loi de guerre. Si vous utilisez des armes chimiques, vous êtes un criminel de guerre. D'accord?
Donc c'est pour ça on voit par exemple le problème qu'il y a en Syrie aujourd'hui avec Bachar qui utilise des armes de guerre. Donc tous ces pays sont dans des problèmes structurels, la dictature, l'islamisme, la guerre, d'autres problèmes structurels. Le chômage. Le chômage. Ouais. Oui, chômage, oui. Mais pour parler du chômage, il faut penser au travail, il faut penser au quotidien. Est-ce qu'il y a un quotidien dans ces pays? Il n'y a plus de quotidien, vous comprenez? Il n'y a plus de quotidien, il n'y a plus de vie, donc qu'est-ce qu'il y a? La fuite. Et on va voir comment cette fuite se traduit dans la crise des migrants et comment ça, this is why it impacts Europe and France. Ouais. D'accord? Parce qu'il n'y a plus rien à faire ici, alors qu'est-ce qu'on fait? On part. Okay? Et puis Bahreïn, on a mis combien? Quelle note? Donc, Libye, Syrie et Yémen, moins, minus. On va juste mettre minus quelque chose parce qu'on ne peut même pas calculer. Donc voici Moubarak qui revient. Le Yémen, un très beau pays, complètement détruit, plus d'État. Bilan négatif. Donc un bilan, scorecard, absolument négatif. Et la seule différence vraiment d'un pays à un autre, c'est le nombre de morts. En Syrie, on a un nombre de morts absolument exponentiel. Là, en Libye aussi, mais quand même beaucoup moins. Et puis au Yémen, that's only difference. Mais sinon, tous ces trois pays ont le même problème. La même chose, la Syrie. Un des plus beaux pays du monde. Berceau de beaucoup de civilisations millénaires et absolument détruit. Il y a des villes entières qui sont rasées. Alors, la question que je voulais vous demander, essayez de réfléchir, je vous donne 3 minutes pour réfléchir. Quelles conséquences tout ça, ça a sur le monde occidental, sur l'Europe, sur la France? On va parler, let's be selfish, on va être égoïste. D'accord, selfish. Et quelles conséquences ça peut avoir sur la France? Je vous donne 3 minutes pour réfléchir. Les conséquences de tout ce dont on a parlé, des révolutions arabes et leurs conséquences donc, voilà, sur la France. Je donne 3 petites minutes. Je donne encore une petite minute.
C'est bon? Alors, en quoi est-ce que les conséquences des révolutions arabes... Alors, au début, d'abord, avant de parler de ça, à votre avis, quelle était la position de la France sur les révolutions? Est-ce que c'était une position positive, négative ou neutre? Donc, pendant. On va faire avant, pendant et après. Quelle est la position avant les révolutions? On va parler des 3 pays, Tunisie, Maroc, Algérie. Quelle est la position de la France avant les révolutions? Positive, oui? En principe. En principe, très bien. Donc, quelle est la position de la France avec les régimes en place? Donc, avec le roi du Maroc, avec Ben Ali, quelle est la position de la France avec ces régimes? Est-ce que la France aime ces régimes, ne les aime pas? C'est compliqué, mais... Parce qu'ils sont contre les islamistes. Exactement. C'est quand même le grand amour. Ouais. Si on prend le Maroc, et là on va parler du Maghreb francophone, l'Algérie et la Tunisie, c'est quand même le grand amour avec Ben Ali, c'est le grand amour avec le président algérien. Pourquoi? Et c'est le grand amour avec Mohamed VI. Et pourquoi la France soutient ces régimes? On en avait parlé. Rappelez-vous le texte de Ben Ali. Pourquoi la France soutient les régimes en place? Vous savez ce que c'est que les régimes? Why does France support, actually not just France, but the Western world support these presidents? Très bien. Alors, première raison. La première raison est une raison historique. Rappelez-vous, la France est la mère, used to be, la mère patrie. Et ça, on en parle beaucoup quand on parle. Rappelez-vous le texte qu'on a lu sur les 40 signataires, qu'ils disent nous, on refuse la francophonie parce que la francophonie remplace la colonisation. And they had this new word, par la néocolonisation. C'est quoi la néocolonisation? Donc la colonisation, on sait que la France est la mère patrie et elle a toutes ses colonies. D'accord? La néocolonisation, c'est, les colonies sont indépendantes. Vous savez ce que c'est? Donc elles sont indépendantes sur le papier, mais toutes les décisions économiques, politiques, tout dépend de la mère patrie. Et on va voir. Le roi du Maroc peut être roi parce que c'est historique, mais en Algérie, si le président ne plaît pas à la France, he's destituted. Donc il y a toutes ces histoires, c'est ce qu'on appelle la Franc-Afrique. We'll talk about it when we talk about Sub-Saharan Africa. La Franc-Afrique, les liens très étroits qu'il y a entre la France, les services secrets français et les services secrets de ces pays. Donc la France, ces pays sont indépendants, mais elles gardent encore un très grand rôle sur leur économie, leur politique, etc. Donc, historiquement, la France était la mère patrie. Maintenant, ces pays sont indépendants, mais il y a ce néocolonialisme où la France garde un rôle, un pouvoir, une position extrêmement importante dans ces pays. L'économie. Premier producteur de gaz au monde. Pétrole, tourisme. La France est le premier partenaire économique. France, premier partenaire économique. France, premier partenaire économique. Beaucoup d'entreprises françaises ont donc il y a beaucoup. On a besoin d'un régime avec lequel on s'entend. D'autres raisons pourquoi on s'entend donc historique. There's a cultural, historical affinité, lien économique, une autre raison. Ils se battaient contre les islamistes. Très bien. Raison géopolitique. Les raisons. Donc raison économique, raison historique et les raisons géopolitiques, parce qu'il y a un moment où avec le développement de l'islamisme, on a besoin de personnes fortes, de dirigeants forts, qui vont se battre contre l'islamisme. Et une des choses, je vous avais expliqué qu'on va faire, c'est que pour se battre contre ça, il faut des fois faire des
violation des droits de l'homme. Et la France va ne pas regarder sur qu'est-ce qui se passe parce que, okay, you can do whatever you want in your jails, but prenez soin de ces personnes. D'accord? Et on va voir par exemple en Algérie, le gouvernement va utiliser ça pour tuer des personnes qui ne sont pas islamistes et dire oh oui, c'est la sécurité nationale. Donc il y aura beaucoup. Donc, et je vous ai dit les premiers jours, quand les jeunes vont se lever pour se battre en Tunisie, la France va proposer d'envoyer des armes, d'envoyer au président Ben Ali. And within the same week, ils vont se rendre compte que, ok, ça ce n'est pas juste une petite chose, mais il y a vraiment un mouvement. Et la France, dans la même semaine, va changer sa position et soutenir les jeunes et puis le président. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi psychologique? Ça veut dire Donc, historique, économique, géopolitique et psychologique. psychologique parce que ils dépendent de la France, ils croient que la France, la culture, tout ça est très important, peut-être dans une hiérarchie, ils croient que la France est... Absolument, absolument. Absolument. Et je vais vous donner un autre exemple, extrêmement personnel. This is very personal and this happened yesterday. Donc j'ai réalisé un documentaire sur la communauté noire en France. Et on va le regarder. Que j'ai réalisé avec une ancienne étudiante et 2 étudiantes avec lesquelles je suis partie les étés à Paris. Et je vais vous montrer le trailer. Et le trailer, c'est... il y a... C'est quelle heure? Et vous allez comprendre, c'est lié, c'est quelle heure? 1 heure? 1 heure, oui. Alors, je vais vous montrer le trailer et je vais vous dire la réaction que ma mère a eue. Et cette réaction, tu vas comprendre que c'est lié à ça. Ouais. Ah ben, c'est là. Donc regardez bien et je vais vous... Et ça c'est carrément en lien avec ce que tu dis. D'accord. Non, Pourquoi c'est pas en HD? C'est pas grave, ça va revenir, je crois. ah non, impossible de rester là. Pour moi, c'est au-delà du fait de parler des Noirs, au-delà de tout ça, c'est une question de liberté. Voilà. Est-ce que je veux? Vous arrivez à entendre? Française, c'est qui? Il y a une invisibilité, mais qui est criante, qui est incroyable. Dans les médias, dans la vie de tous les jours, les gens ne veulent pas t'ancrer en France. Les gens demandent tout le temps d'où tu viens. En fait, ce qui est important, c'est la transmission qui est cruciale. C'est la transmission des parents aux enfants, de l'amour de leurs cheveux. Parce que quand on entend « Ah, ton cheveu est difficile, ton cheveu est incoiffable, il est moche, il est laid, il est sec, etc. » L'enfant, en fait, intériorise ces valeurs qui le définissent, c'est-à-dire toutes ces valeurs négatives, alors qu'en fait, ce sont des spécificités qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître, et surtout qu'il faut apprendre à aimer. Je pense qu'il y a un grand malaise qui est lié à une histoire coloniale pas encore digérée, une forme de culpabilité qu'on repousse et du coup, puisqu'on n'assume pas, on n'embrasse pas et on n'essaye pas de la transformer en autre chose, et qui du coup ne permet pas de régler les problèmes. Il y a quelque chose de cette monstruosité-là qui a été fabriquée par la société française aussi. Et je pense que c'est ça qu'il faut regarder, quoi. Donc c'est pas je suis Charlie, je suis pas Charlie, je suis machin, je suis trop, c'est je suis fabriqué par notre histoire commune. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette monstruosité-là qu'on a créée à l'intérieur même de nos sociétés, quoi. On est d'ici, quoi. La France, c'est ni une fierté, ni une honte, c'est juste notre pays. Tu vois, et on n'a pas, enfin je veux dire, voilà, on est arrivé ici, et ça va pas changer. Alors,
Donc pourquoi je vous explique ça? Donc le trailer est sorti hier, et donc je l'envoie à ma mère. Elle a eu une réaction très violente. Donc ma mère est née en 1951 au Sénégal. Le Sénégal est devenu indépendant en 1960. Quand on fera l'Afrique, donc la semaine prochaine, je vais vous amener son cahier d'histoire. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Donc son cahier d'histoire, quand elle avait 8 ans, donc quand elle était en second grade, et c'est écrit dessus, donc vous savez que le système scolaire français est centralisé. Donc à 8 ans, au Sénégal, elle faisait les mêmes cours que les enfants qui étaient en Dordogne, dans le Jura, à Bordeaux, à Paris. Et qu'est-ce qu'ils apprennent en histoire en France? L'histoire est blanche. Oui, exactement. Donc nos ancêtres, les Gaulois, et Vercingétorix, et Vercingétorix est notre grand-père. Et donc dans le livre de ma mère, il y a cette première page qu'elle a écrit 100 fois, notre grand-père, Vercingétorix, nos ancêtres. Donc, et c'est ça que je vous expliquais par rapport à la colonisation, qui est extrêmement différente. La colonisation anglaise et française. La colonisation anglaise est une colonisation économique. On va prendre l'économie et les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En France, c'était l'universalisme. Il faut aussi amener la culture. Donc il faut aussi coloniser les esprits et on va fabriquer des jeunes Français à Madagascar, à Dakar, à Nouméa, en Papouasie, etc. Donc ma mère et cette génération où ils ont vraiment intégré cette idée qu'ils étaient Français, même après l'indépendance. Donc quand tu parles des liens historiques, donc hier, elle a vu le teaser et elle m'a dit, elle a appelé, je ne peux pas croire que tu as fait ça, c'est une trahison, la France nous a tout donné. Donc tu vois comment les choses sont vraiment très intériorisées. Et on voit la même chose dans ces pays où la colonisation nous a dit que la France était notre mère patrie. France is our mother. Et les gens ont vraiment intériorisé ça. Donc quand notre pays tombe, when our land goes down, où est-ce qu'on va? We go home. D'accord? Surtout que pour beaucoup de ces pays, on va le voir comment le conflit syrien a commencé. Bernard-Henri Lévy a dit à Sarkozy, il y a des violations manifestes des droits de l'homme en Syrie. Et nous, on est le pays des droits de l'homme, on ne peut pas regarder ça, we have to do something. Et on a levé, et le président français a dit, France has to do something for Syria. Et on a demandé à Barack Obama, et qu'est-ce que Barack Obama a dit? Qu'est-ce qu'il a dit pour aller en Syrie? Non, we have enough issues. Donc la France a dit, on doit aller, donc après, quand on s'est rendu compte que la position de cosy avec les régimes, ça ne peut pas aller, pendant la révolution, on a changé le discours, et le discours c'est on doit aider. Mais on doit aider qui? La France doit aider. Et la France doit aider qui? Donc avant, on aide le régime. Et pendant la révolution, il faut aider qui? Qui il faut aider? Très bien, il faut aider les révolutionnaires. Alors, ça dépend. Quand tu es dans le camp des révolutionnaires, tu les appelles les révolutionnaires. Mais par exemple, ces révolutionnaires, pour Bachar el-Assad, ils sont les rebelles. Again, labels. Ça dépend où tu es, les révolutionnaires ou les rebelles. Pourquoi il faut aider les révolutionnaires? Pourquoi? Pourquoi il faut les aider? Ils n'ont pas l'accès aux mêmes utiles Oui. pour faire la révolution. Ils n'ont pas accès. Et surtout, qu'est-ce qu'ils représentent? Pourquoi ils font cette... Pourquoi les jeunes Égyptiens vont place Tahrir? Pourquoi on fait la révolution en Tunisie? Pourquoi on sait qu'on peut se faire tirer dessus si on va à la place à Bahreïn, mais on va y aller? Pourquoi? Qu'est-ce que ces gens cherchent? On va le répéter encore. Pourquoi ils font la révolution? Liberté. La sécurité. Liberté. Oui. Fraternité. Avant fraternité. Égalité. Égalité. And this brings, et ça rappelle quoi? La valeur, d'accord. Et on va le voir, les politiciens français, on doit aider ces gens parce qu'ils veulent l'idéal de la liberté. Et donc, on va voir comment on va shift d'aider les régimes à aider les révolutionnaires. Maintenant, quelle est la position de la France après? Donc, on a vu que les révolutions, c'était quoi le bilan? C'est un bilan, en France, on dit mitigé. Vous avez regardé la vidéo, qu'est-ce qu'ils pensent du bilan?
Parce qu'avant, pour comprendre la réaction de la France après, il faut regarder. You know, so you go to the restaurant, you eat, and then they bring you the tab. Alors c'était quoi l'addition de tab? C'est quoi l'addition? On l'a vu. Vous avez vu dans la petite vidéo, qu'est-ce qu'ils disent, le bilan des révolutions? Pour les Français, d'un point de vue français. Ina. Je vous ai demandé de regarder une petite vidéo aujourd'hui. Tu n'as pas pu la trouver? Non. Oui? Mais Tu as regardé? mais parce qu'elle ne parlait pas de la France. Non, mais c'est une vidéo qui est faite en France. C'est le point de vue français. Ah, C'est la perspective française. alors, ils ont beaucoup de valeurs pour la Tunisie. Et que la liberté, les droits de l'homme, la démocratie, c'est le plus important, même s'il y a des actes terroristes. Très bien. Donc, la France va donner de la perspective française, la Tunisie est bien. La première phrase de cette vidéo, on va la regarder. Est-ce qu'elle est là? Si je dois la voir. Non. Je pensais la voir. Ben non, je l'ai pas. C'est pas grave. William, Il s'agissait de Tunisie. c'était plus la Tunisie, je vous ai pas donné une vidéo qui avait tous les pays, il me semblait. Plus la Tunisie? Le bilan Ok. si tu cherches, c'est le bilan de quelque chose. Non, bah, je me suis trompée alors, c'était pas celle-là que je voulais vous donner. Non, parce que je voulais vous montrer le point de vue français. Le point de vue, la perspective. Au début, on était plus pour les régimes, après on a soutenu. Et quand on a reçu l'addition, et l'addition c'est, on l'a vu, c'est très... C'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher. Parce que le résultat est mitigé. En Tunisie, ça marche, d'autres pays comme ça. Mais en général, pour nous, pour la France, les révolutions ont été un échec. D'accord. Si on regarde en général, les pays sont pires aujourd'hui qu'ils étaient quand on a voulu faire la révolution. Et en plus, maintenant, l'échec, ce n'est plus seulement dans leurs frontières, mais ça arrive chez nous. Comment ça arrive chez nous? Donc le problème, avant, il était là, nous on était là, et on s'est dit, hey, il y a un problème ici, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer, c'est une colombe, it's a dove, be nice. Donc on va envoyer une colombe pour amener la paix. Et maintenant, le problème c'est que on n'a pas réglé le problème ici, et en plus, ça vient chez nous. Ça vient chez nous comment? L'immigration. Deux gros problèmes. L'immigration est... Très bien. Nice. Quelle était la dernière guerre sur le continent européen? La dernière guerre en France? Très bien. Donc on a eu 1914, 1918. Après on a fait la fête, le jazz, Josephine Baker, the Roaring Twenties, les années folles, parce qu'il fallait oublier l'horreur d'ici. Et après, Crazy Guy came back, et we gotta go back, 1945. Et depuis, plus de conflits, d'accord? On a trouvé le moyen de ne plus faire de conflits. No more wars. No more wars. On a du peur. Oui, on a de la peur, on garde la peur, mais il n'y a plus de guerre en Europe, au moins en Europe occidentale, en France, il n'y a plus de guerre, d'accord, jusqu'à la première, 1994. De 45 à 94, pas de guerre en France, ou en Europe occidentale, pas de guerre, la France ne fait pas de guerre, France doesn't go to war, in 45 to 94. Algérie, alors elle est où la guerre? Where is it? Pour l'indépendance. Non, not why. Where? Où est la guerre? En Algérie, très bien. Alors on fait la guerre en Algérie. Et après? 54, 62. Plus de guerre, pas de guerre en France? Aussi Vietnam. Le Vietnam, très bien. L'Algérie gagne et le Vietnam dit... non, le Vietnam gagne. Non, l'Algérie gagne et le Vietnam dit... Oh, ok, if Algeria did it, we can do it. Et same thing, les Français dehors.
C'est là que vient la réputation des mauvais militaires. Donc le Vietnam, pas de guerre, donc il y a la guerre en Algérie. Et la guerre du Vietnam, elle est où? À Paris, à Lyon, elle est où? Oh, très bien, Ho Chi Minh. C'est loin, Ho Chi Minh Ville. La France n'a pas de guerre, no wars. Des autres guerres. La guerre en Guinée. Alors, les interventions. Très bien, les interventions. Et surtout de 39 à 45, il y a une paix dans le monde occidental. Parce qu'il n'y a pas de guerre entre les pays. Mais il y a des guerres entre les pays. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Comment on appelle la période ici? Guerre? La guerre? Très bien. Pourquoi la guerre froide? Parce qu'il y a une guerre chaude. C'est quoi la guerre chaude? Très bien. You don't feel the heat because it's displaced. D'accord? De 45 à aujourd'hui, la France a toujours été en guerre. Mais la seule différence, et quand je dis la France, c'est en extension aussi le monde occidental, les guerres étaient exportées. Beaucoup de conflits en Afrique, et on va le voir quand on va parler de l'Afrique, en Afrique, en Asie, sont des conflits entre blocs. Le bloc Est et le bloc Ouest, qui se confrontent, mais à travers un pays. Par exemple, la Guinée, il y a deux camps, Sékou Touré, Sassoumani Diabaté. Sékou Touré, c'est quand la Guinée est indépendante en 60, Sékou Touré veut aller avec la France. It's our mother. France has been our mother for the past 300 years. Et Sassoumani va lui dire non. Si on devient indépendant, on doit se retourner. Et hey, Khrouchtchev me dit bonjour. Et Khrouchtchev lui dit, si vous venez dans les capitalistes, je vous donnerai ça, ça, ça. Donc, il y a deux camps qui vont s'affronter à travers des pays. C'est ça le tiers-monde. This is what the word third world comes from. Maintenant, le tiers-monde, ça a une valeur péjorative, de third world, économique, mais au début, le tiers-monde, c'est si tu n'es pas capitaliste ou si tu n'es pas communiste. You have one block, two blocks, and the rest of the world was the third world. C'était ça. Donc, il y a toujours eu des conflits, mais ces conflits étaient exportés. Donc, les gens, tous ceux qui sont nés après 1945 n'ont jamais connu le conflit. They never knew wars. Et ils sont dans un pays qui était bien, qui était stable, qui est la France. Et 1994, première attaque terroriste à Paris, qui était une conséquence du conflit algérien. Islamist won, et la France a aidé le régime du président à prendre les élections aux islamistes, et pour se venger, ils ont fait une attaque au métro Saint-Michel. Mais la France est un pays calme. Quand on va au café, on ne va pas au café en se disant on va avoir le monde. Maintenant, c'est notre vie. Et c'est ça le problème. Donc, la conséquence pour nous, le terrorisme et l'immigration, que c'est l'heure. On a encore 2 minutes. Donc, voilà ce qu'on a gagné. C'est bon? Très bien. Donc voilà ce qu'on y a gagné. 2 minutes. En 2005, la crise migratoire, le plus grand déplacement de population de l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Le plus grand déplacement de population qui était un résultat direct des révolutions arabes, et on va voir des révolutions dans d'autres pays. Les pays d'origine de ces personnes qui sont venues. Donc vous êtes au courant, en 2005, la grosse crise migratoire, migrant crisis. Et on le voit, les pays, Syrie, et j'aurais dû vous donner, parce que maintenant, Libye est le numéro 2, et Tunisie est le numéro 4. Je vais vous donner la bonne carte. Donc 3 de nos pays, Syrie est premier, Libye était numéro 2, et Tunisie était numéro 4. Les 10 pays d'origine de ces migrants. Entre janvier et juin 2015, 500 000 personnes vont venir de ces pays. 500 000 personnes. En général, on reçoit 110 000 personnes pour une année, pour toute l'Europe. Vous voyez la différence? 110 000 pour une année, et en 6 mois, on reçoit 500 000 qui vont arriver. Donc, une crise absolument énorme. Les pays où les gens vont demander, l'Allemagne, l'Hongrie, Autriche, et on va voir la France. Seulement 1%. Alors ça, c'est les demandes d'asile. Mais beaucoup de gens vont arriver en France, mais peu de gens vont demander à rester en France. On va voir pourquoi. Alors, voici un sondage sur
la réaction que les Français ont eue à cette vague migratoire, et 55% des Français étaient contre d'accueillir ces migrants. 72% des Français reconnaissent l'implication de la France, implication politique, implication financière, implication militaire de la France dans les révolutions. We help, we know that we're partly responsible for the military situation, mais 55% ne sont pas d'accord que les gens viennent en France. We know we're responsible, but we help them in their country. On ne veut pas qu'ils viennent chez nous. D'accord? Et si dans beaucoup de pays, en Allemagne, en Autriche, vous reconnaissez cette photo, j'ai coupé. Ina, c'est quoi cette photo? C'est le garçon. Très bien, un petit garçon donc, qui s'était noyé, Aylan. Et en Europe, le jour où cette photo va venir, il y aura ce qu'on appelle le Aylan effect, l'effet Aylan, où les gens vont dire, ok, on va ouvrir nos frontières, on ne peut pas accepter que des choses comme ça arrivent, on va ouvrir les frontières pour accepter les migrants. Et en France, non, il n'y aura pas d'effet Aylan. Les Français vont vraiment être très stricts, très d'accord sur le fait que 70% des Français ne vont pas vouloir que les immigrants viennent et 40% de Français vont penser que la France n'a pas la capacité d'accueillir tous ces migrants. Donc il n'y aura pas d'effet Aylan comme on a vu en Allemagne où Mme Merkel va ouvrir les frontières ou en Autriche. Et il faut comprendre l'esprit français pour comprendre pourquoi cet effet Aylan ne va pas avoir. Maintenant, on a vu 2 years later, 2 ans plus tard, que l'Allemagne est en train de changer. Donc ils ont fait ouvrir, maintenant ils ferment, la même chose pour l'Autriche. Mais pourquoi la France n'a jamais eu cette politique d'ouverture alors qu'elle était la mère patrie de beaucoup de ces migrants? Si on ne parle pas de la Syrie, bien sûr. On va en parler mercredi. Donc mercredi, ce qu'on va faire, on va terminer 10 minutes pour terminer sur cette crise. Et ramenez-moi ça. Donc on va terminer sur la crise des migrants, l'impact du printemps arabe sur la France, sur les relations entre la France et ces pays du Maghreb. Et on va parler des défis, les challenges qui se posent pour le Maghreb aujourd'hui et commencer l'Afrique subsaharienne. Ça marche? Vous avez des questions? Non? Je vais récupérer vos papiers. Oui, Nadia, est-ce que tu peux me montrer Student View? Donc, personne n'arrive à voir ces notes? Non? Une? William, toi, tu n'es pas concerné. S'il te plaît. Non. Oui. Oui, c'est très intéressant la question que tu as posée, l'identification de... Parce que la colonisation française était très forte et c'est une colonisation qui était vraiment très sentimentale. Moi, je discute avec ma mère et elle est vraiment très française. Parce que, voilà, et c'est assez intéressant. Je ne peux même pas ouvrir Blackboard. Ok. Juste les semaines. Ok. Et tu n'arrives pas à voir les devoirs? Ok. Juste les participations par semaine. D'accord. Et toi, Sylvia, tu vois une note? Je veux une note pour la présentation. D'accord. Et elle a 4 notes. Je Il y a pense un que problème. c'était aujourd'hui, on a sur 3, 4. Non, parce que je poste tous les dimanches. Ok, je vais regarder, c'est bon. Tu sais, tu peux appuyer sur le bouton et dire Student View, oui. Student View, mais... Ok, je vais... Ok, I need to get in touch with the Blackboard. Je déteste la technologie. Vous allez beaucoup entendre cette phrase. Je déteste la technologie et la technologie me déteste. You'll hear it the whole semester. Je vais ramasser ça. Tu l'as oublié de l'imprimer? Est-ce que tu peux me l'envoyer par email? La même chose? Par je email? ne complète pas parce que j'ai on s'est blessé. Oh, ok. Ça, c'est pour l'heure de Donnez-le-moi cet après-midi ou demain. Parce que je vais commencer à les corriger demain après-midi. Donc demain, je vais vous envoyer un email avant 16h demain. Avant 16h. Kelly, tu veux le garder, me le donner demain à 16h ou c'est bon? Nadia? Tu es sûr? Si tu peux le garder et puis m'envoyer demain à 16h ou...
C'est bon. Ça marche. 16h. Hein? Non, 4 p.m. T'étais où au Texas? Ouais. C'est bien? Ouais, c'est bien. T'as mangé du barbecue? Bah non, texte m'a- So that is for two. Wait, the instructions are